Bonjour à tous, bienvenue dans ce 16e rendez-vous Energis qui va aborder aujourd'hui la RE 2020 version logement collectif. Merci à tous pour votre assiduité, car vous êtes encore nombreux ce matin à nous suivre. J'ai à mes côtés Frédéric Ledivna, que vous connaissez bien, fidèle animateur de nos rendez-vous techniques. Aujourd'hui, nous aborderons différents volets de la RE 2020. On passera par un rappel des objectifs réglementaires, l'évolution des seuils énergie et carbone, quelques outils pour optimiser vos DQE, et puis on finira par un cas concret et bien évidemment la session de questions-réponses. Donc on va commencer par un rappel des objectifs réglementaires. Un peu pour le rappel de l'évaluation environnementale, je rappelle qu'on doit faire un bilan ACV sur l'ensemble du projet. Il est composé de deux bilans, un bilan de la construction. Ce bilan de la construction prend en considération le chantier, tous les matériaux utilisés pour construire, utilisés pour construire cet immeuble, en tout cas cette opération immobilière, et également un bilan d'exploitation, c'est-à-dire l'utilisation des énergies et éventuellement le renouvellement de certains équipements, le tout sur 50 ans. Deux indicateurs nous permettent d'évaluer ce bilan carbone. Le premier est l'IC Énergie, que vous commencez à tous connaître, qui est le bilan carbone de l'énergie primaire, c'est-à-dire toutes les consommations primaires liées aux 5 usages réglementaires, l'eau chaude, chauffage, refroidissement, éclairage et les auxiliaires, qui sont aujourd'hui essentiellement la ventilation, les ascenseurs et les circulateurs d'eau. Tout ça sur 50 ans, l'IC Énergie est pris en fonction de la nature du projet, sa zone géographique et c'est pondéré à la surface. Le deuxième indicateur est l'IC Construction, qui est le bilan carbone intégral de la construction, qui prend en considération tous les matériaux que vous utilisez, tous les équipements que vous mettez dans la construction. Celui-ci aussi va être modulé en fonction de sa surface, de sa zone géographique, toujours avec un IC Construction max à ne pas dépasser. Frédéric, je te donne la main. Qu'est-ce qui va changer en 2025 ? Rebonjour à tous quand même de vive voix. Oui, en effet, Marc, merci pour cette introduction. Donc, les deux indicateurs que tu viens d'évoquer, le IC Énergie dans un premier temps va évoluer en 2025, puisque vous avez constaté sur ce graphique qu'il va être divisé grosso modo par deux, ce qui va quand même engendrer des petites modifications dans nos habitudes. Puisque si on regarde les résultats que l'on observe sur les études qu'on a réalisées depuis le 1er janvier 2022, qui est à la date d'application de la RE 2020, on a un objectif IC Énergie Max moyen de 590 pour un résultat qui est variable en fonction des bâtiments et surtout en fonction des systèmes qui ont été mis en œuvre. Donc, si on constate les différents systèmes que sont les systèmes électriques, à savoir l'effet Joule plus PAC collective, effet Joule plus ballon thermo ou PAC collectif pour le chauffage et l'eau chaude, on a des gains de l'ordre de 60 à 80% par rapport à l'objectif 2025. Donc, autrement dit, la marche est largement atteinte. De la même manière, pour les systèmes hybrides, et en particulier les systèmes hybrides gaz collective, les gains sont un peu moins puisqu'on a une énergie fossile, mais ils restent largement favorables, là encore, par rapport au seuil 2025. Ce que ça va changer finalement, cet objectif différent, c'est uniquement que la solution chaudière gaz indive qui faisait chauffage et eau chaude qu'on connaît depuis le tout début de l'ERT12 et même bien avant, va disparaître naturellement du marché uniquement pour des raisons de gaz à effet de serre et pas du tout par rapport à sa performance. Donc ça change pour l'impact énergie, mais est-ce que ça change aussi pour l'impact sur la construction ? Oui, ça change pour l'impact de la construction, puisque là encore, le graphique que vous avez devant les yeux, on a en 2025 le seuil qui diminue, c'est bien l'objet de la réunion d'aujourd'hui essentiellement, puisque le seuil 2022 était lui largement atteignable. Et puis sur les 10 prochaines années, enfin les 7 prochaines années maintenant, 2025, 2028, 2031, les seuils vont diminuer gentiment. Le seuil 2025, lui, diminue de l'ordre de 10 à 15% par rapport à l'objectif réglementaire de 2022. Qu'est-ce que ça va engendrer? Alors tout d'abord, pour faire ce calcul, on va s'appuyer sur les fiches de données environnementales et sanitaires qui nous sont données par les industriels, les fameuses FDES que vous côtoyez depuis 2022, mais qui vont devenir de plus en plus importantes. Et de la même manière, les fiches PEP, c'est le même principe, mais cette fois-ci, c'est pour les génies climatiques. Donc,
Maintenant, ces fiches, elles sont référencées en 3 catégories et c'est là où ça devient important de bien comprendre comment ça fonctionne, puisque la première catégorie la plus courante et la plus malheureusement également la plus défavorable, c'est effectivement les fiches par défaut. Ces fiches sont créées par le CSTB avec pour objectif de, du coup, de qualifier un produit, quel qu'il soit, pour que nous, en tant que bureau d'études, on puisse l'intégrer dans nos calculs. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à aller vers la deuxième catégorie, qui est la fiche collective, dont l'impact, on a mis ici moyen. C'est quoi une fiche collective? C'est une fiche que les industriels ont qualifiée de manière commune. Autrement dit, un groupement d'industriels sur un seul produit s'est mis d'accord pour identifier une valeur moyenne d'un produit défini. Ce qui permet d'avoir un gain par rapport à la fiche par défaut. Donc c'est ça l'intérêt. Et également de ne pas forcément imposer une marque puisque l'intérêt optimal dans le calcul, c'est d'avoir une fiche d'industriel, c'est-à-dire une fiche précise d'un produit, d'une référence, pour aller dans la performance maximum et donc atteindre l'objectif final de la manière la plus sereine possible. Comment ça se passe le calcul? C'est relativement simple, puisque une fois qu'on a défini les fiches FDES, quelle que soit la catégorie prise en compte, on va vous demander, à vous, clients, de nous donner un quantitatif du projet, qu'on va du coup multiplier par l'impact carbone défini par la fiche qu'on prendra en compte. Donc, pour faire un calcul précis et donc atteindre l'objectif de la manière la plus facile possible, il nous faut un quantitatif le plus précis possible et surtout les marques et références des produits que vous avez mis en œuvre dans le bâtiment et que ces fiches soient référencées sur la base INES. Donc ça, c'est aussi également très important puisque si ces fiches ne sont pas référencées ou certifiées INES, on ne pourra pas les prendre en compte dans notre calcul. Donc ça veut dire que si j'ai un industriel qui m'envoie une fiche FDES que je ne trouve pas sur la base INES, je ne peux pas la prendre en compte. Exactement. On peut la prendre en compte de manière, on va dire, fictive ou voir l'impact que ça peut avoir, mais de manière officielle dans le calcul, on ne pourra pas l'intégrer. Ok, merci. Maintenant, un petit retour d'expérience sur les études qu'on a pu faire sur les impacts carbone. Tous les projets qu'on a identifiés et calculés aujourd'hui représentent une moyenne de 659 kg de CO2 par rapport à la surface de référence, qui est la surface habitable pour rappel, ce qui représente un gain d'environ 10% par rapport à l'objectif 2022. Comme ça, à première vue, c'est plutôt intéressant parce que l'objectif 2022, il est relativement facile à atteindre. Mais néanmoins, on n'atteint pas le seuil 2025 puisqu'il va nous manquer en moyenne 25 kg. Qu'est-ce que ça veut dire 25 kg? C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ça va dépendre énormément du calcul initial et surtout de la prise en compte des fiches qui a été valorisée. Donc, par rapport à ces fiches, donc, le calcul que je vous ai montré précédemment, il est fait à partir de, en moyenne, 40% de fiches par défaut et quasiment 50% de fiches collectives. L'objectif, c'est d'être au maximum en fiches individuelles, ce qui n'est généralement pas le cas dans nos études actuellement. Autrement dit, l'objectif est de basculer les fiches par défaut soit en collectif, soit en individuel, soit les collectives vers de l'individuel. Et ça va dépendre essentiellement de vous et des informations que vous allez pouvoir nous donner au moment où on réalise le calcul. Oui, un petit rappel quand même important. Le nombre de fiches que vous avez, il est en moyenne entre 100 et 120 dans les bâtiments collectifs, ce qui représente quand même un nombre important. Et c'est là où le moindre détail quand même apporte beaucoup de valeur. Ces fiches sont réparties en différents lots que vous avez sous les yeux avec différents impacts. Donc, il y a des lots qui sont plus ou moins forts. Le lot traditionnellement observé en collectif, c'est le lot 3, qui est le superstructure maçonnerie. Et sur ce graphique, vous avez des minimums et des maximums, c'est-à-dire en fonction des projets et de la prise en compte. Vous voyez des écarts qui peuvent être très très importants, et en particulier sur ce lot-là, puisqu'on a un écart de plus de 20%, ce qui est absolument énorme. Mais il faut comprendre aussi qu'il n'est pas uniquement lié à de la prise en compte de fiches collectives, individuelles ou par défaut, il est également lié parfois à la typologie de matériaux mis en œuvre. Et là, en l'occurrence, sur les superstructures, ça peut être des élévations en bois. Ça veut dire que finalement, on peut facilement trouver des produits optimisés. Oui, on peut trouver assez facilement des produits optimisés sans forcément révolutionner quoi que ce soit, comme par exemple sur la partie matériaux et matériels. Donc, si on donne un exemple ici assez simple, les revêtements de sol en particulier qui ont une impact très très forte en fiches par défaut, vous pouvez voir qu'il y a de très nombreuses fiches individuelles qui existent sur le marché. Donc,
selon nous, il est assez simple d'aller chercher des références qui permettent de valoriser le calcul. Et en menuiserie, c'est un peu la même solution. Le deuxième sujet, une fois de plus, je voulais évoquer, c'est le lot 3. On a les trois principaux pales valeurs qui sont la dalle béton, le voile béton, les voiles, les élévations, voire les façades en briques, qui sont vraiment les plus courants sur le marché aujourd'hui du collectif. Là encore, il y a moins de fiches effectivement que sur les matériaux que je vous ai présentés précédemment, mais les gains sont là aussi intéressants à valoriser. Et aujourd'hui, très clairement, il y a de l'innovation Alors, avant de possible. parler d'innovation, parlons juste un petit point rapide sur les génies climatiques, puisque là aussi, le Lovit a un impact non négligeable, et malheureusement, on a quand même beaucoup moins de fiches possibles. Euh, mais ça, après tout, c'est pas très grave, ça va venir, puisqu'on voit là aussi, hein, comme tu l'as évoqué, Marc, l'évolution des fiches est très importante. On voit des vagues arriver, et c'est plutôt positif dans l'avenir et dans les futurs objectifs à respecter. Pour revenir à ta question, du coup, sur les innovations et les évolutions de matériaux à réfléchir, puisque oui, il y a des fiches actuelles sur les matériaux que vous mettez en œuvre, mais peut-être il est intéressant également de regarder d'autres produits existants sur le marché. Donc un petit exemple sur du biosourcé, sur de l'isolation de plafond. Voilà, ça nous semble assez simple à mettre en œuvre. Reste évidemment l'aspect économique à regarder. Mais le gain est lui aussi assez rapide pour uniquement une fiche modifiée. De la même manière, les structures béton, donc là en l'occurrence sur les dalles de plancher bas et les voiles, donc les élévations, une solution qui est de plus en plus observée et démocratisée, c'est la mise en œuvre de béton décarboné. Donc là, en l'occurrence, les bétons, il y en a plusieurs sortes en termes de décarboné, mais il est intéressant de se pencher sur le sujet puisqu'on voit vraiment des gammes arriver à des prix qui sont de plus en plus intéressants. Et enfin, sur les planchers intermédiaires, outre le fait de mettre des bétons décarbonés, pardon, il y a aussi la solution de mettre des planchers préfabriqués mix bois-béton. Là aussi, on a des performances qui sont plus ou moins importantes, mais des gains qui sont vite très importants pour la simple raison, c'est que la surface de plancher intermédiaire dans les collectifs est particulièrement élevée et donc représente une part importante sur ce fameux lot 3. Dans cette première partie de la présentation, finalement, on vous a donné quelques solutions techniques pour mieux comprendre, mieux appréhender l'évolution des seuils, quelques pistes de choix techniques, hein, que ce soit sur le bâti ou sur le génie climatique. Tout ça pour aller chercher quelques points sur le volet carbone de vos études et de vos bâtiments. Aujourd'hui, le rôle du bureau d'études, ça va être finalement de récolter toutes ces informations, mais on ne va pas pouvoir le faire tout seul. C'est pour ça que sur la slide qui vous est présentée, on précise que les architectes, les économistes, le BE structure et le BE fluide, s'il est différent du BE thermique, doivent nous transmettre tous les éléments techniques qui vous ont aidé à choisir ou que vous avez choisi pour qu'on puisse les consolider dans cette étude environnementale. Tout seul, on aura du mal à récupérer toutes les informations et des données extrêmement précises. Et je le rappelle que l'architecte, lui, a quand même conçu de manière architecturale le bâtiment et a une précision sur le descriptif des matériaux et a des plans précis, que l'économiste, lui, en général, a aidé aux appels d'offres et lui a des tarifications et des fiches précises aussi à nous transmettre sur certains volets, et que le BET structure sur les lots les plus impactants et le BET fluide sur le lot chauffage eau chaude va pouvoir nous transmettre des informations. Donc on va pouvoir consolider l'intégralité des informations pour valoriser et optimiser votre étude environnementale. Mais je rappelle, sans cette équipe technique complète, on ne saura pas tout optimiser. Donc l'équipe reste importante en termes de communication. Et puis, bien évidemment, missionner un bureau d'études qui soit qualifié pour ces études thermiques, pour ces études ACV, qui vont pouvoir accompagner et dynamiser toute cette chaîne d'information. Maintenant, je vous propose de passer à un cas concret avec des seuils à faire évoluer et avec des solutions techniques à envisager. Fred, je te redonne la main. Donc le cas concret qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un bâtiment assez standard, on va dire, puisque voilà, il fait 45 logements en R+5, avec un découpage architectural pas si simple que ça. Et en termes de mode constructif, là aussi, c'est tout à fait du standard qu'on peut observer depuis de nombreuses années, à la fois sur les planchers hauts et bas et sur les planchers intermédiaires, et avec une élévation en briques, là aussi qui représente une part de marché importante en logement collectif. Donc vraiment du tout à fait classique.
Donc, avec les informations que notre client nous a transmises, le résultat observé est de 708 kg de CO2 par surface de référence, ce qui engendre un gain, on va dire, seulement de 4% par rapport à l'objectif réglementaire 2022. Effectivement, quand on le voit comme ça, on peut se dire c'est pas si simple d'aller chercher le 2025 et c'est pas complètement faux non plus. Puisque on a un gain de 9% à aller chercher, donc ce qui représente quand même une masse de CO2 assez élevée. Mais ce qu'on s'est posé comme question avec notre client, c'est est-ce qu'on a vraiment toutes les précisions nécessaires sur les références de produits? Évidemment, la réponse était non. Donc, en allant dans le détail, on a réussi à optimiser les choses simplement en valorisant les produits des industriels qui ont été mis en œuvre dans le bâtiment. Ce que vous pouvez observer là, c'est que les produits qui ont été mis en œuvre, c'est à la fois sur les isolants, sur les matériels comme les ascenseurs et sur on va dire les parties plus décoratives que sont les peintures. Quand on cumule tous les gains observés, on arrive à un gain final de plus de 14% sur la partie IC Construction. Ce qui fait que sur le seuil 2025, eh bien, on est conforme, une fois de plus, sans modifier de manière importante les choses, puisqu'on a simplement valorisé les marques et références des produits qui sont mis en œuvre. Autrement dit, la précision du quantitatif est importante, y compris sur les partenariats, ou en tout cas sur les matériaux qui sont mis en œuvre dans les bâtiments. Merci Fred pour ce cas concret. Pour conclure, finalement, vous avez pu voir qu'il y a des solutions techniques pour optimiser les projets qui ne sont pas révolutionnaires. Vous n'êtes pas obligé de transformer votre mode constructif de base de votre bâtiment. Peut-être parfois l'addition de quelques solutions techniques peuvent permettre de passer de nouveaux seuils. Et bien évidemment, les évolutions techniques de nos industriels qui sont nombreux à nous suivre ce matin. Donc, pour résumer, une conception simple, ça vous le savez, de vos bâtiments avec des quantités de matériaux optimisées. Moins il y aura de matériaux utilisés, plus ça sera favorable dans le calcul. Il n'y a pas que la qualité environnementale du produit, mais moins il y aura de quantité, plus ça sera optimisé. Un DQE complet avec un maximum de produits identifiés et un maximum de fiches qui ne seront pas des fiches par défaut vont forcément vous aider à accélérer d'une manière significative l'optimisation carbone. Je dis bien significative. Et bien évidemment, pour passer ces seuils RE 2025 et les prochains RE 2028, il y aura beaucoup d'évolutions dans les mois et dans les années qui viennent. Oui, il y aura des matériaux biosourcés, il y aura des nouveaux matériaux, il y aura des matériaux décarbonés, il y aura une forte évolution des produits industriels qui sont en train de décarboner leur production et leurs produits, dernières innovations. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. À bientôt pour le rendez-vous 17.